Eh bien, bonsoir à tous. Il est donc l'heure de commencer ce webinaire sur les enquêtes Eneis, puisqu'on va parler des 3 enquêtes, mais certes, en plus particulièrement de la troisième. Donc, petit test. Est-ce que, par exemple, Zineb pourrait vous nous dire, en partant sur le chat qui est à droite, si elle nous entend et si elle nous voit bien? C'est un petit test pour nous pour savoir si vous nous recevez bien. Donc, vous avez à droite de l'écran un truc qui s'appelle chat, donc vous ouvrez et dedans, vous pouvez écrire un message. Donc, Zineb ou Frédéric, peu importe, ou bien un autre, Anita, vous pouvez nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien. Alors, est-ce que vous nous entendez? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Alors, bon, si, bon, c'est bien. Donc, vous nous entendez, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, vous avez, comme vous avez compris, la possibilité de nous poser des questions via le chat. Donc, on y répondra si toutefois les questions que vous posez, on les aborde pas au cours du webinaire. Et puis, on prendra les questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à en poser si vous en avez, bien sûr. Donc, personnellement, donc moi, je suis le docteur Marie-Christine Moll, je m'occupe de la prévention médicale qui est le promoteur de ce webinaire. Et donc, aujourd'hui, moi, ma spécialité, c'est la gestion de risque. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Philippe Michel, professeur Philippe Michel des HCL de Lyon, que je vais laisser se présenter, puisque c'est lui qui a été un peu aux manettes, beaucoup aux manettes, des 3 enquêtes, en fait. Je pense que c'est ça, Philippe. Oui, oui, Marie-Christine, exactement. Oui, bonjour à tous et je suis ravi de pouvoir vous présenter les résultats d'Eneis 3 que l'on mettra naturellement, et vous l'avez vu pour ceux qui ont eu accès au teaser, que l'on mettra en miroir des enquêtes Eneis 1 et Eneis 2. Donc, je suis effectivement professeur de santé publique à l'université Claude Bernard Lyon 1 et directeur qualité, sécurité, usagers et santé populationnelle aux Hospices civils de Lyon. Avant, j'ai occupé un poste de direction à la HAS et j'ai surtout, pendant très longtemps, dirigé le CK, qui est la structure régionale d'appui de l'Aquitaine à l'époque, qui avait été chargé de faire les études Eneis 1 et Eneis 2, et j'en avais eu le pilotage à ce moment-là. C'était en 2004 et en 2009, on vous en parlera un tout petit peu plus tard. Alors justement, ces 2 enquêtes, on ne va pas forcément en donner tout le détail, mais c'est juste pour introduire. Donc, on avait des enquêteurs, médecins et infirmiers qui étaient formés, mais tu vas nous expliquer que dans l'enquête Eneis 3, il y a eu une méthodologie qui est à peu près comparable de manière à ce que ce soit reproductible. Vous étiez parti sur un échantillon d'établissement, bien sûr. C'est surtout ce qui est intéressant, et c'est un peu ça qui va un petit peu guider un petit peu ce webinaire, c'est savoir si finalement, depuis les années 2004 et 2009, les enquêtes Eneis regardaient un petit peu la prévalence des événements indésirables graves associés aux soins. Est-ce qu'on a progressé alors qu'on a mis en place des démarches diverses et variées de gestion de risque? Est-ce que finalement, on a progressé sur la sécurité des soins et sur la diminution ou l'augmentation, on ne sait pas, des événements indésirables graves associés aux soins? Donc, à l'époque, vous aviez un petit slogan que vous nous aviez donné pour qu'on puisse avoir de la com un peu forte, d'un EEG tous les 5 jours dans un service de 30 lits. Donc voilà, les chiffres avec la moitié quasiment qui était un peu évitable, avec des populations qui étaient, bon, évidemment, sans surprise, les personnes fragiles, donc les personnes âgées, éventuellement les petits-enfants, ceux qui bénéficiaient de gestes invasifs, tout ce qui était chirurgical, tout ce qui était invasif, et puis, bien évidemment, certains médicaments cardiovasculaires et anticoagulants, bon, c'est évidemment sans surprise là aussi, et puis aussi les infections nosocomiales. Donc ça, c'était un petit peu les résultats des premières enquêtes, donc ça fait 10 ans. Alors, qu'en est-il donc avec cette nouvelle enquête? Donc, ce qu'on va peut-être commencer par comprendre, c'est si la méthode était pareille, qu'est-ce que vous avez défini comme méthodologie pour cette troisième enquête? Donc, je te laisse en parler. Merci. Je reviens sur ce que tu disais, sur le fait qu'effectivement, le ministère ait souhaité faire une enquête NIS 3. Le financement de ces études est un financement du ministère de la Santé, de la Direction générale de l'organisation, et plus spécifiquement du service que dirige Anne Vitou actuellement. Pourquoi est-ce qu'en 2019, ils se sont reposé la question? Pourquoi nous nous posions tous la question? Et en fait, nous étions relativement très curieux de connaître les résultats d'Analyse 3, dans le sens où, en effet, Marie-Christine, on a mis en place beaucoup de choses. Il y a eu notamment le programme national sécurité des patients, 2013-2017, qui a lancé pas mal de choses, la mise en place des semaines
sécurité des patients. Beaucoup de choses ont été faites dans les établissements pour sécuriser les soins. L'organisation de la gestion des risques, de la coordination de la gestion des risques dans les établissements a été complètement stabilisée dans cette période-là. La culture de sécurité est un mot que maintenant à peu près tout le monde connaît, même si elle est très très perfectible quand on en mesure les résultats. Donc beaucoup de choses ont été faites. Et naturellement, on attendrait une baisse. C'est ça qu'on souhaiterait effectivement voir au travers de cette enquête-là, mais on n'en est pas du tout sûr non plus, dans le sens où, en contrepartie, la population qu'on prend en charge est de plus en plus âgée, de plus en plus fragile. Vous venez de le voir que c'est un des déterminants de la survenue d'événements indésirables graves. De plus en plus de personnes âgées ont accès à des soins de plus en plus invasifs. Les indications s'élargissent. Les conditions de travail dans l'établissement de santé, je ne m'appesantis pas sur le sujet, mais on connaît tous les difficultés actuellement. Le turnover qui n'existait pas en 2004 ni en 2009 du personnel. Donc, vous voyez que autant il y a d'arguments positifs qui permettent de laisser penser que ça s'améliore, ça devrait s'améliorer, autant il y a d'arguments qui sont aussi, qui peuvent remettre en question des améliorations qui, factuellement, ont été mises en place. Alors, pour ça, donc, le ministère a décidé de lancer l'enquête ENEIS 3 en 2019, donc 10 ans après la numéro 2. Elle a choisi la même équipe, c'est-à-dire que le projet a été confié au CK. N'étant plus au CK et à Lyon maintenant, donc j'en ai eu la responsabilité scientifique, et c'est Jean-Luc Quenon qui a organisé et coordonné le recueil. Il est maintenant à la retraite, donc c'est moi qui fais essentiellement la communication autour de cette enquête ENEIS 3, ayant complètement participé du début jusqu'à la fin, y compris la formation des enquêteurs. Parce que ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a fait, c'est utiliser une méthode qui soit complètement calquée sur ce qu'on avait fait en 2004 et 2009. C'est certainement la raison pour laquelle le ministère, à nouveau, a fait appel à la même équipe pour réaliser cette enquête ENEIS 3. Malgré tout, ce n'est pas exactement la même chose. Pardon. C'est important que ce soit reproductible pour pouvoir comparer. C'est reproductible, exactement, pour que les résultats que l'on obtienne puissent considérer être comparables dans la méthode et donc dans les résultats, et que on puisse un effet de méthode qui viendrait dégrader un peu la réalité des résultats sur le terrain. Alors le ministère, cette fois-ci, a quand même un peu innové, puisqu'il nous a demandé de faire 3 études, et non pas une, comme les fois précédentes. Il nous a demandé donc de refaire l'enquête en établissement de santé, avec le même schéma d'études. Donc c'est une enquête nationale, c'est une enquête longitudinale. On va suivre des patients, des prospectives, d'incidence, puisqu'on va mesurer des nouveaux événements survenus pendant une période où on va observer des patients qui sont dans une population ouverte hospitalisée en médecine et chirurgie. Ouverte, ça veut dire qu'il y a des patients qui, pendant les 7 jours, vont rentrer, d'autres patients qui vont sortir de la cohorte. Et en cela, la méthode est strictement similaire à celle qu'on avait utilisée en 2004 et en 2009. On avait publié la méthode dans le BMJ en 2004, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est une méthode qui est reconnue au niveau international. Alors, le ministère nous a demandé 2 choses tout à fait nouvelles. C'est mais qu'est-ce qui se passe dans les soins primaires? Donc, quantifiez-nous également les événements indésirables graves en soins primaires. Et donc, on a proposé une étude avec un schéma d'étude qui se voulait être relativement similaire, bien qu'évidemment, on se trouve confronté à beaucoup de difficultés. Alors, pour aller très vite sur cette enquête soins primaires, aujourd'hui, elle n'a toujours pas commencé parce qu'on est confronté à des gros problèmes d'identification des patients, de lien entre les patients et les médecins traitants. Évidemment, on ne peut pas dépêcher des enquêteurs on l'a fait dans les établissements de santé pour venir dans les services, suivre, regarder les dossiers, etc. avec les médecins traitants, et notamment dans les cabinets, c'est absolument impossible. Donc, il faut solliciter le moins possible les médecins traitants et donc faire le maximum de travail. Mais tout ça nous confronte à la RGPD
qui, jusqu'ici, ne nous a pas permis de trouver une solution satisfaisante. Il faut partir des données de l'assurance maladie, il faut croiser avec d'autres données qui sont dans des cohortes nationales, il faut revenir ensuite aux médecins traitants. Voilà, je vous donne quelques points d'explication qui font qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas pu démarrer cette enquête et qu'on est en train de se poser la question, éventuellement, d'en modifier le contenu. On pourra revenir dessus dans les questions si vous le souhaitez. Alors, en EHPAD, là, vous le voyez, c'est déjà marqué, l'étude a été abandonnée, mais alors pour des raisons qui sont complètement liées à la crise Covid, c'est-à-dire qu'on avait, recruté les enquêteurs, on les avait formés, on avait obtenu l'accord des EHPAD, on avait commencé à envoyer les enquêteurs dans les EHPAD, et tout cela, c'était en février 2020. En février 2020, elle a commencé, donc au début du confinement. On a tenté jusqu'en juillet 2020 de poursuivre la collecte de données, mais c'était tellement perturbé pour tout un tas de raisons qu'on l'a arrêté. Quand on a, avant la seconde vague ou la troisième, je ne me rappelle plus, en tout cas en janvier 2021, on a vu une fenêtre et on s'est dit, on relance les choses. Donc on a tout relancé pour évidemment connaître le résultat similaire, puisque vous savez que la pandémie ne s'est pas arrêtée pendant l'année 2021. Donc, le ministère a décidé qu'on avait déjà investi pas mal d'argent sur le sujet, à défaut, et donc on allait qu'on allait abandonner cette étude et qu'on reviendrait sur le sujet des EHPAD plus tard. Bon, il se trouve que l'actualité a remis les EHPAD après en lumière et que peut-être on peut se dire que de toute façon, cette étude-là aurait pu apporter de l'eau à un moulin, mais qu'il y a d'autres sources d'informations qui aujourd'hui nous informent sur la nécessité de travailler en gestion des risques dans les EHPAD. Donc, conclusion, les soins primaires et les EHPAD, vous allez les abandonner complètement ou bien vous avez l'intention de relancer ça à un autre moment plus tardif, notamment sur les soins primaires? Soins primaires, ce n'est pas abandonné. Le ministère nous demande devant les difficultés qui sont liées donc à l'accès aux données et à la loi RGPD, nous demande de modifier un petit peu les modalités de collecte de l'information. Encore une fois, comme on a pas mal de choses à dire sur les établissements, on peut répondre aux questions, si vous voulez, sur le sujet en fin de présentation. Je vous propose de passer à la diapositive suivante, qui effectivement aborde les notions un peu qui permettent de comprendre comment on a fait cette étude-là. C'est une étude épidémiologique. C'est quoi une étude épidémiologique? C'est recueillir peu d'informations sur beaucoup de patients et avoir des définitions très claires, les plus reproductibles possibles. Puisque ce sont des enquêteurs qui vont aller dans les services, je l'ai déjà dit, pour recueillir les informations. Donc, la définition de l'événement indésirable grave est une définition qui est, elle, internationalement reconnue et appliquée depuis le milieu des années 90, et qui, en cela, est légèrement différente de la définition des événements indésirables graves associés aux soins du décret de 2016, pour la raison suivante. Comme dans le décret de 2016, ce sont des événements indésirables liés aux soins, donc on retrouve cette notion dans le décret sous la forme de non attendu. La notion de gravité est plus large que celle de la définition du décret, puisque c'est tous les événements qui sont cause d'hospitalisation, ça ne figure pas dans le décret, et tous les événements qui prolongent l'hospitalisation d'au moins un jour. Donc, ces deux catégories-là ne figurent pas dans la définition du décret. Ce qu'on connaît bien et ce qui entraîne les déclarations à l'ARS, c'est des événements liés aux soins et qui entraînent soit un décès, soit une menace vitale, soit une incapacité fonctionnelle permanente, prévisible à la fin du séjour. L'évitabilité, c'est exactement la même définition que l'on utilise quand on fait des analyses approfondies, notamment quand on analyse les événements indésirables graves déclarés à l'ARS. Ce sont des événements qui ne seraient pas survenus si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante. Diapositive suivante. Donc, cette notion d'évitabilité est une notion dont on sait dans la littérature qu'elle n'est pas qu'elle a une reproductibilité qui est relativement faible, parce que c'est essentiellement du sens clinique, la notion d'évitabilité.
Donc, pour essayer de cadrer au mieux la réflexion et la rendre cohérente entre les différents enquêteurs, on a donc un système qui nous permet d'apprécier l'évitabilité au travers d'un certain nombre de questions. Donc, 6 critères d'évitabilité qui sont relatifs à la gravité de la situation clinique, hein, le degré de complexité de la situation clinique, le degré d'urgence de la prise en charge, l'indication de la prise en charge, adaptée ou pas, le bénéfice potentiel, le risque potentiel lié à cette prise en charge, et puis une question plus large qui est, à votre avis, est-ce que cette prise en charge aurait été identique pour d'autres médecins? À la suite de ce questionnement qui vise à faire que l'enquêteur progresse dans sa compréhension de l'événement et du caractère évitable, on demande à l'enquêteur de positionner son degré de confiance du caractère évitable sur une échelle de Likert à 6 degrés, entre le caractère évitable exclu et le caractère évitable certain. Pour présenter les résultats d'évitabilité, on va dichotomiser cette échelle de Likert, les niveaux 1, 2, 3 étant considérés comme non évitables, 4, 5, 6 étant considérés comme évitables. Vous voyez là-dessus, on aurait pu aussi changer, je crois qu'il y a un pays dans le monde qui avait décidé d'utiliser une césure un peu différente en disant on met 1 d'un côté et 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre, en considérant que tout ça, c'est de l'évitabilité. Bon. Nous, on a fait comme les Américains, les Anglais, les Australiens, et puis beaucoup après nous, on a coupé entre 3 et 4. Diapositive suivante. Donc, une méthode donc identique entre 2004, 2009 et 2019, c'est-à-dire des enquêteurs, infirmiers et médecins qui travaillent dans les établissements de santé ou qui sont des jeunes retraités, qui se portent volontaires pour être enquêteurs dans l'enquête ENEIS. Ils sont rémunérés dans le cadre de cette enquête-là, parce que c'est un gros travail, c'est un gros effort, puisqu'ils vont dans des établissements qui vont être tirés au sort, on le dira plus tard, partout sur le territoire français, et ils vont aller dans les services tirés au sort, analyser les dossiers des patients et mener des entretiens avec les professionnels des services. Les dossiers des patients ne contiennent pas forcément toutes les informations qui permettent notamment d'avoir la réflexion sur l'évitabilité. C'est pour ça que l'entretien avec les professionnels est extrêmement important. Parce que souvent, dans le dossier, tu as les données cliniques et médicales, mais les aspects organisationnels, tout ça, tu les as pas trop, quoi. Exactement, exactement. Et ça, c'est indispensable pour avoir une appréciation de l'évitabilité la plus fiable possible. Ce recueil de données, alors évidemment, les enquêteurs ne sont pas pendant 7 jours dans le service. En fait, les infirmiers vont passer 3 fois, premier jour, troisième jour, quatrième jour, en fonction du week-end, et le dernier jour, vont dépister avec un certain nombre de critères, il y en a 18, tout un tas de situations qui pourraient laisser penser que derrière, il y a un événement indésirable. Et à la fin de ces 3 passages par les infirmiers, donc à distance des 7 jours, le médecin va venir dans le service, toujours consulter les dossiers des patients et s'entretenir avec les médecins ou les cadres pour confirmer la présence ou pas d'un événement indésirable grave et son caractère évitable. Durant toute l'étude, il y a un contrôle qualité qui est vraiment important parce que beaucoup d'enquêteurs, beaucoup d'établissements, beaucoup de services, des données qui portent sur des situations cliniques extrêmement différentes, hein, puisque c'est sur tout le champ de la prise en charge en médecine et en chirurgie. Donc, il faut un contrôle de qualité très strict. Pendant le recueil des données, dès la fin du recueil des données, les enquêteurs nous envoient les questionnaires et on contrôle la cohérence de ce qu'ils mettent dans les questionnaires à distance et puis ensuite, bien sûr, sur les bases de données. Donc, on est sur un contrôle qualité qui a été extrêmement strict, comme les 2 fois précédentes. D'accord. Alors, cette fois-ci, donc, on a tiré, mais comme les fois précédentes, des départements au sort. On a tiré 16. Dans les départements, dans chaque département, on a tiré au sort des établissements. Et au total, on a eu 56 établissements, 2 CHU, 29 publics ou ESPIC et 24 privés. Et dans chaque établissement, on a tiré des unités de soins en médecine et des unités de soins en chirurgie. Vous voyez que le tirage au sort est malgré un taux de refus qui a été supérieur cette fois-ci par rapport à 2009, du fait de la charge de travail, de la difficulté pour les professionnels de se mobiliser pour ce type d'enquête-là. Malgré ces difficultés, on arrive à un échantillon qui est satisfaisant avec 85 services de médecine, 69 de chirurgie, un petit peu moins, mais au final, c'est satisfaisant. Dans l'enquête d'avant, on avait 80 établissements à peu près qui avaient participé, donc c'est un peu. Vous en avez tiré au sort plus de 56, j'imagine, vous avez eu des refus?
Bien sûr, on a eu des refus. On avait constitué notre échantillon de telle sorte qu'on puisse arriver également à 80 et vous voyez qu'on n'y est pas arrivé. Et les motifs des refus, c'était parce que la charge de travail, c'était quoi? Ouais, c'était ça. Mmh. C'était ça. C'était vraiment, on est trop sous pression en ce moment dans les services. On ne peut pas demander aux services d'ouvrir leurs portes pour vous donner accès, pour vous entretenir avec eux, etc. Donc, c'est vraiment ce type de raison qui est apparu en premier. Oui, ce sera aujourd'hui, ce sera encore pire peut-être. C'est bien possible. Non, c'est compliqué maintenant hein, de faire des études comme ça. Eh oui, bien sûr, oui. Alors, ça ne nous empêche pas, voilà, d'avoir un échantillon conséquent. On a donc observé 4825 patients. Au total, puisqu'ils ont été suivis au maximum 7 jours, mais parfois moins, puisqu'ils sont rentrés en cours d'observation ou sortis pendant la période d'observation, on a observé 21 686 journées et à peu près autant en médecine qu'en chirurgie. Tout ça pour identifier 123 événements indésirables graves, dont une proportion d'événements évitables qui était de 34% environ pour les événements survenus pendant l'hospitalisation et un peu plus de 50% pour les événements qui sont cause d'hospitalisation. Donc des données qui sont suffisantes pour, diapositive suivante, pour aller sur une estimation épidémiologique. Et donc on va passer aux résultats. Aux résultats dont je vais commencer par vous présenter les résultats de ce qui concerne les événements indésirables graves qui surviennent pendant l'hospitalisation. Et donc, on a refait le même calcul que celui qu'on avait fait dans les 2 fois précédentes. C'est-à-dire qu'on a calculé combien il y avait d'événements pour 1000 journées d'hospitalisation. Ça fait l'indicateur, on va dire, épidémiologique. Et on a transformé ça, comme la dernière fois, en combien il y a d'événements par service de 30 lits et par mois. Et vous voyez qu'il y en a 4, et non pas 5. Ce qui nous amène déjà une première information, c'est qu'il y a une baisse. On verra plus tard si elle est significative ou pas, mais on a déjà un premier chiffre qui est intéressant. Ce premier chiffre, 4,4 pour 1000 journées d'hospitalisation, nous permet d'extrapoler au niveau national, à partir des données de la TIH, pour dire que finalement, tous les ans, et en tout cas en particulier dans l'année 2019, au cours d'un séjour hospitalier dans un service de médecine ou de chirurgie, il y a 160 à 375 000 événements indésirables. Si on prend les événements qui sont évitables, on arrive à 55 000 à 130 000 événements indésirables graves évitables, avec une durée moyenne de séjour pour ces événements-là qui était de 5,5 jours, ce qui nous fait au total une durée médiane de jours imputables à l'événement, hein. Ce qui nous permet de dire qu'il y aurait entre 300 000 et 700 000 journées d'hospitalisation évitables. Donc, tu vas nous comparer ça avec l'enquête précédente, j'imagine, après? Oui, bah oui, on compare, mais on va arriver à la comparaison juste après. Donc, je garde le suspense. Donc, pour les événements qui sont cause d'hospitalisation, on s'aperçoit qu'il y a 2,6% des admissions hospitalières qui sont causées par un événement indésirable qui va être qualifié de grave parce qu'il a nécessité le fait qu'un patient qui est à son domicile ou dans un établissement médico-social soit transféré à l'hôpital. Ça, c'est la notion de gravité qu'il y a derrière cette notion d'admission. 2,6%, ça veut dire qu'un séjour sur 40 est lié à un événement indésirable grave, donc, qu'il soit, et là vous avez 2 catégories, on peut en parler tout de suite, hein, des événements qui sont générés en médecine de ville, en soins primaires essentiellement, ou en soins secondaires, soit des événements qui ont été générés dans une hospitalisation antérieure et qui nécessitent une réhospitalisation. Ouais. Et vous voyez que derrière, on a tout de suite un sujet qui arrive en tête. La durée moyenne de séjour diminue. Si la durée moyenne de séjour diminue, et a beaucoup diminué entre 2009 et 2019, ça veut dire qu'on peut penser que des patients qui présentaient un événement indésirable grave dans un service et qui a été inclus dans l'enquête pendant l'hospitalisation, cette fois-ci-là, vont être sortis, une partie d'entre eux vont sortir avant la survenue de l'événement indésirable et vont se retrouver en ville, avec pour une proportion d'entre eux la nécessité d'une réhospitalisation. Ce qui modère l'idée qu'on aurait amélioré par rapport de passer de 5 à 4. En fait, ils sont dehors quand ils font leurs événements indésirables. C'est pas impossible, ça tempère un petit peu effectivement ce qui a été dit, mais
vous verrez tout à l'heure, hein, c'est quand même suffisamment important comme évolution pour pouvoir être considéré comme reflet d'une certaine réalité. Vous avez sous les yeux les chiffres donc, qui sont liés à l'extrapolation, 176 000, 372 000 admissions hospitalières. Tout ça, ce sont des gros chiffres quand même, hein, qui nous font dire que même si on a tendance à se dire qu'il va y avoir une petite amélioration, mais malgré tout, ça reste encore quand même la sécurité des patients, un gros sujet. 100 000 à 200 000 événements cause d'hospitalisation évitables, et puis un nombre de journées d'hospitalisation conséquent. Et quand on parle de conséquences, hein, c'est essentiellement, on n'a pas fait d'analyse, d'évaluation médico-économique fine, bien évidemment, mais on a simplement regardé pour les événements pendant l'hospitalisation, ce qui était généré comme nombre de jours prolongés. Et donc, on arrive à cette médiane de 5,5 jours. Hein, un patient qui fait pendant un séjour un événement indésirable grave va avoir son séjour prolongé de 5,5 jours. Oui. Pour des durées moyennes de séjour qui sont souvent de 3 à 4 jours. Ça. Pour les événements en cause d'hospitalisation, donc la totalité du séjour a été imputée et donc les 4 jours en moyenne de l'ensemble des événements a été imputé à la survenue de l'événement indésirable grave. Alors, c'est vrai que moi, je fais partie du groupe de travail EIG de la HAS. Quel est le lien, en fait, entre votre étude et puis la déclaration, en fait, des événements indésirables? Ah, belle question auquel je répondrai plus tard, Marie-Christine, parce que j'ai une diapo sur le sujet. Elle est là. Voilà. Évidemment, cette fois-ci, l'ARS, hein, le décret 2016 étant paru, le ministère était très intéressé de savoir si ces événements-là étaient signalés ou pas. Ben oui. On a regardé, je vous propose de passer directement à la ligne du dessous, de regarder les événements indésirables qui correspondent à la définition du décret de 2016. On a eu 11 événements qui correspondaient, parmi les 61 événements qui correspondaient à la définition de 2016, 61 donc événements, 11 étaient signalés dans le système de signalement interne et 1 était signalé à l'ARS. Alors, il faut tout de suite préciser le fait que le médecin qui fait la collecte des données va venir dans les 15 jours à 1 mois après la sortie. Ce qui théoriquement se fait, et la HS nous l'a dit, c'est que le délai moyen de signalement, de déclaration à l'ARS d'un événement, c'est 7 jours en France. Donc, on peut considérer que finalement, même si les médecins arrivent relativement tôt après la sortie, ils arrivent quand même dans un délai qui permet de dire qu'on est très très loin du compte. Oui. Dans la déclaration à l'ARS. 1 sur 61. On s'en rend compte, à la HAS, on n'en reçoit pas tant que ça, hein, puisque quand on regarde Bien sûr. ce qui se passe, en réalité, on est largement en dessous de ce qui pourrait être déclaré en externe, parce qu'en interne, c'est plus évidemment. Absolument. Ça, je pense que là, pour le coup, on peut affirmer qu'il y a énormément d'événements indésirables graves qui ne sont pas déclarés à l'ARS. On peut l'affirmer épidémiologiquement. C'est vrai que moi, quand l'ARS vient aux Hospices civils de Lyon et qu'on discute, on est bien d'accord tous ensemble pour dire qu'il y a une sous-déclaration, c'est clair. Mais là, on peut en mesurer peut-être le volume, 1,6%. Et c'est encore plus vrai quand c'est la médecine de ville, parce qu'ils déclarent très peu, en fait. Alors, c'est encore plus important en médecine de ville, c'est sûr. Mais là, ces chiffres-là, ça concerne les établissements de santé. Oui, bien sûr. Non, mais vous auriez fait l'étude en médecine de ville, ça aurait peut-être été pire. Oui, ce que je veux dire, pardon, hein, c'est que les événements indésirables causent d'hospitalisation. Tu vois, on aurait pu aller essayer de voir s'ils avaient été déclarés à l'ARS. On ne l'a pas fait. Alors, ça, c'est ça qui est intéressant. Le suspense était entier. Bon, la comparaison entre 2009 et 2019, et vous voyez une balance, là, ça n'est pas ma responsabilité d'avoir une balance aussi déséquilibrée. C'est Marie-Christine. On va voir pourquoi, d'ailleurs. Ça ne va pas dire grand-chose. Ce qu'on peut se dire, bon, tu me rassures, ce qu'on peut se dire avant de présenter les résultats, c'est de revenir sur ce qu'on s'est déjà dit. Il y a une stabilité dans la méthode. Il y a des échantillons qui sont comparables. Je ne vais pas présenter les chiffres, mais ils sont comparables. Sauf sur 2 sujets, l'âge et la durée moyenne de séjour.
C'est-à-dire qu'en 2019, les patients étaient plus âgés qu'en 2009, mais c'est la réalité aussi. Nos patients dans nos lits sont plus âgés en 2019 qu'en 2009. Et la durée de moyenne de séjour est plus courte en 2019, et là aussi, ça correspond à une réalité. Donc, tous ces chiffres-là confirment que les échantillons sont comparables. Donc maintenant, on va venir sur les résultats et d'abord parler des événements indésirables graves évitables pendant l'hospitalisation. On se concentre sur les évitables parce que naturellement, c'est ceux-là sur lesquels on peut travailler. Alors, il y a une petite remarque, parce que je sais que les personnes qui nous écoutent, il y a quelqu'un de l'HAS qui nous dit qu'environ 5% des événements indésirables graves sont reçus à la HAS concernant la ville. C'est le taux parmi le nombre total de déclarations à l'HAS, en fait. Oui, c'est un chiffre intéressant qui montre bien qu'effectivement, il y a encore un énorme travail à faire en ville. Malheureusement, on aurait bien aimé vous montrer les chiffres de la ville, mais là… C'est compliqué la ville, comme idée qu'on ne peut pas aller comme dans les établissements de santé. C'est comme tu l'as dit, hein, c'est compliqué. Hein. Oui, oui. Alors, il y a une baisse, vous le voyez, c'est-à-dire que statistiquement, la densité d'incidence entre 2009 et 2019 a diminué. C'est un chiffre qui est assez massif, puisque en médecine, il y a une tendance à la baisse. Je dis tendance à la baisse parce que notre échantillon ne nous permet pas d'avoir suffisamment de patients pour l'ensemble des spécialités. Donc, mais on voit qu'il y a une tendance, on a vu qu'il y avait une tendance à la baisse dans toutes les spécialités, sauf dans une, qui est en soi intéressant aussi, qui est les soins critiques. On en reparlera. En chirurgie, on n'a pas eu cette baisse aussi massive, puisqu'elle n'a été observée que dans les CHU, c'est-à-dire pas dans les CH ESPIC, ni dans les établissements privés. Et dans les CHU, on l'a observé dans tous les types de services, sauf les services qui pratiquent de la chirurgie regroupée, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 spécialités chirurgicales qui sont hospitalisées dans un service. Bon, tu vas peut-être le dire après, mais est-ce qu'il y a eu un effet du développement de l'ambulatoire en chirurgie? Alors, c'est ça qui nous fait nous poser la question des événements qui vont être générés des réhospitalisations. On en reparlera plus tard. Mais effectivement, ça c'est vraiment une question qu'on se posait tous et qu'on se pose tous. Hein. Il y a eu un rapport du Haut Conseil de la santé publique sur justement la sécurité et le virage ambulatoire. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a qui est une réalité. La vigilance que l'on doit avoir dans la vitesse du virage ambulatoire et dans les conditions de réalisation du virage ambulatoire, les exemples quotidiens nous montrent qu'il faut qu'on soit très vigilant dans cette évolution. Et donc, tu vas peut-être en parler après, mais justement, dans les causes d'hospitalisation et d'événements indésirables graves, est-ce que vous avez pu évaluer la proportion d'événements qui sont liés à une sortie liée à l'ambulatoire, en fait? Oui, on a pu le faire et je vous montrerai tout à l'heure les résultats. Oui. Diapositive suivante. Donc, on va aller un petit peu plus finement, c'est-à-dire qu'il y a moins d'événements indésirables graves pendant l'hospitalisation en médecine et également en chirurgie pour les CHU. Ça, c'est une donnée. La deuxième donnée qui est au moins aussi intéressante, c'est qu'il y a une baisse significative de la gravité de ces événements. C'est-à-dire qu'il y a moins d'événements qui sont cause de mise en jeu du pronostic vital, d'une incapacité ou d'un décès. Vous voyez, il y a eu 8 décès dans l'enquête en 2009, il y en a eu 1 en 2019. Ce sont des chiffres qui sont petits, mais à l'échelle d'une enquête épidémiologique, maintenant, on est capable, avec les données statistiques, de pouvoir en tirer des conséquences. Donc, ce qui n'a pas baissé, puisqu'il faut bien quand même qu'il y ait quelque chose qui ne baisse pas, c'est les événements qui causent une prolongation d'hospitalisation. Quelque part, je dirais que, sans aller dans le détail de chacun des événements, mais c'est un peu rassurant, c'est-à-dire qu'effectivement, évidemment, quand un événement survient, il faut bien le prendre en charge. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapositive-là, c'est que la gravité, non seulement la quantité, mais aussi la gravité des événements a baissé. OK. Alors, si on va encore plus finement sur certains types d'événements, on a 3 grandes catégories, on les classe en 3 grandes catégories. Les événements qui sont liés aux actes invasifs, les événements qui sont liés aux produits de santé et les événements qui sont en lien avec des infections associées aux soins. Pour les événements qui sont liés aux actes invasifs, il y a une baisse statistiquement significative, sauf pour les actes chirurgicaux. C'est-à-dire que tout ce qui est interventionnel
a vu un risque baisser. Dans les actes chirurgicaux, on n'a pas vu de baisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais on n'a pas vu de baisse statistique dans l'échantillon ENAIS. Interventionnelle, radiologie interventionnelle, tout ça, ça a plutôt bien évolué. Oui, c'est ça. Ça a baissé. Mais pas la chirurgie alors. Voilà. Tout à fait. Et encore une fois, on ne prétend pas dire que il n'y a pas eu de baisse des événements indésirables graves liés aux actes chirurgicaux. Nous n'en avons pas vu dans cette étude. D'accord. Pour les produits de santé, en fait, il y a deux grands types de produits de santé. Si on veut être caricatural, il y a les médicaments et les DM. On a vu une baisse des événements indésirables liés aux médicaments qui gardent toujours le même trio de tête comme médicaments les plus associés à la survenue d'événements indésirables, c'est-à-dire d'abord les anticoagulants, ensuite les antibiotiques et enfin les cardiotoniques et diurétiques. Les anticoagulants, les nouveaux anticoagulants, là, ça n'a pas apporté une amélioration ou au contraire une augmentation? Comment ça s'est... Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Il y a une baisse, mais ça reste quand même le médicament en tête de gondole. Donc, tu vois, tu as une baisse, mais c'est toujours l'anticoagulant qui est le premier générateur d'événements indésirables. Pour ce qui est des dispositifs médicaux, on a une stabilité dans les événements indésirables graves associés aux dispositifs médicaux implantables. Donc, un gros travail à faire dans les établissements, on y reviendra aussi, qui est finalement, qu'on peut mettre en parallèle tout de suite avec la mise en place d'un système de management de la qualité des DMI qui est en train de se produire, de se mettre en place dans les établissements de santé. Pour ce qui concerne les infections associées aux soins, on n'a pas eu de signification statistique, mais bon, on a une baisse qui est à la limite de la significativité, donc c'est aussi positif. D'accord. Pourtant, les hygiénistes, ils font de trop gros efforts. Hein. Il y a énormément de travail sur, effectivement, l'hygiène. Ça, c'est sûr. Depuis très, très longtemps. Alors, dernière information par rapport à ces événements pendant l'hospitalisation, c'est les facteurs contributifs. Par le fait même que les enquêteurs allaient discuter, s'entretenir avec les équipes, on a pu aller sur le terrain des facteurs contributifs. Alors, ce qui est intéressant, parce que on a vu une hausse de la fréquence des événements pour lesquels il y avait des facteurs contributifs en lien, on va dire, avec le travail en équipe, les défaillances humaines, la mauvaise définition de l'organisation des tâches, la composition d'équipes non adéquate, les locaux, les équipements, les produits non adaptés, la culture de sécurité. C'est des éléments que vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent bien la méthode alarme, par exemple. Vous l'aviez évoqué dans les premières enquêtes ENEIS, ces facteurs contributifs, je ne me souviens plus. En 2009, on l'avait fait. En 2009, on l'avait fait, oui. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une fréquence en hausse. Mais derrière, je vous livre la pensée aussi de ceux qui ont travaillé sur l'étude. Il y a deux explications à une fréquence en hausse. La première, c'est la réalité. Et voilà, ce qu'on connaît des modalités de travail dans les établissements de santé fait qu'on n'est pas forcément étonné de cette hausse. Mais en même temps, on peut se dire aussi que tout le monde est devenu beaucoup plus vigilant à cette histoire de facteurs contributifs et que autant les enquêteurs que les équipes dans les services ont certainement, par augmentation de compétences sur le sujet, une meilleure capacité à identifier ces facteurs contributifs. Donc, si ça se trouve, c'était aussi un biais de mesure. Oui, c'est possible. Oui, parce que c'est vrai que les erreurs humaines, les faillances humaines, tout ça, on n'en parlait pas trop il y a 10 ans. Sur les facteurs humains, ce n'était pas encore la mode, on va dire. Absolument, oui. Alors, ce qu'on a vu en baisse, et ça nous a bien rassuré quand même, parce que c'est l'un des facteurs les plus fréquents de contributifs à la survenue d'événements indésirables graves, c'est la supervision des juniors. Y compris les internes. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est stable, c'est la communication. Et la communication, vous le savez tous, c'est le facteur contributif le plus fréquemment en cause dans la survenue d'événements indésirables graves. Donc, on a encore du travail à faire sur la communication, même si on est bien content de voir que ça n'a pas augmenté comme pour d'autres facteurs contributifs. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la communication, c'est ce qu'il y a de plus
associés à un événement indésirable grave et que c'est stable. Donc là, il y a encore du travail à faire. Et là, quand tu parles communication, c'est oral et écrite? Oral et écrite, oui. Alors maintenant, on va passer aux événements causes d'hospitalisation. Donc vous avez bien en tête qu'il y a ceux qui sont générés en médecine de ville, ceux qui sont des réadmissions. Alors là aussi, on a une bonne nouvelle puisque quand on regarde globalement les chiffres, il y a une baisse qui est statistiquement significative et il y a une diminution, quel que soit le mécanisme, procédure invasive, produits de santé, infection. Diapositive suivante. Cette baisse-là, quand on l'analyse plus finement en dissociant les deux types d'événements, ceux qui sont générés en ville et ceux qui sont liés à une hospitalisation précédente, là, une information extrêmement intéressante, c'est qu'on voit une proportion plus importante des réhospitalisations par rapport aux événements générés en ville. En 2009, seulement 26% des événements étaient liés à des hospitalisations précédentes. En 2019, c'est 42%. Double, quoi. Donc, ça a beaucoup augmenté. En proportion. Donc, c'est vrai que ça nous interroge. Et ça interroge ce qu'on disait tout à l'heure sur la diminution de la durée de séjour et cette partie, on va dire, du virage ambulatoire qui consiste à garder les patients moins longtemps. Le virage ambulatoire, c'est aussi de ne pas hospitaliser les patients. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si vous avez eu l'approche en réseau qu'on essaie de développer, le lien ville-hôpital, tout ça. Il y a eu quelque chose qui a été mesurable là-dessus, un impact ou pas du tout? Là, on n'a pas pu le mesurer, ça. Parce que après, quand le patient retourne chez lui, c'est toute la surveillance qu'il peut y avoir. Tout à fait. Tout à fait. Quand on parle d'événements générés lors d'une hospitalisation précédente, ça peut parfaitement être aussi un événement qui, en effet, était présent à la sortie en reconstituant l'histoire, que ce soit une infection ou autre, mais qui également n'a pas été pris correctement en charge en ville et qui fait qu'à un moment donné, il a fallu l'hospitaliser. C'est ça. C'est bien évidemment un cas de figure qui existe. Donc finalement, c'est bien généré par une hospitalisation, mais c'est renforcé, on va le dire aussi, par une prise en charge en ville qui pourrait être aussi perfectible. Donc, si on regarde une forme de synthèse des résultats, d'abord, ce qu'on peut se dire, c'est que ce sont des résultats qui sont majeurs pour la sécurité des patients, compte tenu du fait qu'on est sur une étude qui nous donne des données comparables aux précédentes. La comparaison est possible, donc ce que l'on observe nous semble crédible, c'est-à-dire qu'il y a moins d'événements indésirables graves pendant l'hospitalisation. Avec une vigilance à garder sur des sujets qu'on a déjà évoqués, la chirurgie, les soins critiques, les dispositifs médicaux implantables, qui sont 3 sujets sur lesquels on a tendance à dire, d'un point de vue épidémiologique, une vigilance à avoir. Ça ne veut pas dire que dans d'autres secteurs, il n'y a pas aussi des choses qu'on n'a pas vues en épidémio et qu'il faudrait aussi travailler, c'est bien évident. Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas eu de progrès sur ces secteurs-là. Ça veut simplement dire que dans une politique de sécurité des patients en France en 2023, il y a toujours un focus à garder sur la chirurgie, sur les soins critiques et les DMI. La deuxième information, c'est aussi une synthèse, donc une redite, une augmentation de la présence des facteurs contributifs relative aux conditions de travail qui, naturellement, interrogent, comme beaucoup d'autres sources d'informations, la difficulté du travail dans les établissements de santé actuellement. Est-ce que tu penses que si tu faisais les enquêtes aujourd'hui, après les Covid et tout ce qu'on a vécu, les résultats seraient moins bons? Alors ça, je suis bien incapable de te répondre. Je n'en sais rien. C'est un phénomène d'épuisement qui a été relevé, et de moindre tolérance au dysfonctionnement du quotidien. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ce qui est surtout important, je ne sais pas si le ministère ira sur cette
décision, mais j'ai cru comprendre que oui, hein, il y aura un NIS 4 un jour Oui. qui permettra de regarder et d'essayer de répondre à cette question. C'est vrai que le post-Covid, ça aurait été intéressant de savoir dans quel état on se retrouve, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on a eu la malchance de faire c'est une incise, hein, mais je vous parle des coulisses, on va dire, des études ENEIS. Mais c'est vrai que quand on a eu la malchance de tomber dans l'enquête sur les EHPAD, sur le confinement et donc une difficulté majeure qu'on voyait devant nous en février 2020, on s'est dit, mais finalement, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir évaluer peut-être pas la réalité de la sécurité des résidents dans les EHPAD, puisque dans cette période Covid, la prise en charge la prise en soin notamment était tellement différente de la prise en charge habituelle qu'il nous semblait que d'un point de vue épidémiologique, ça n'était pas très robuste mais on s'est dit, on va pouvoir étudier l'impact de la pandémie sur ce qui se passe dans les EHPAD, puisqu'on en parlait beaucoup à l'époque, des EHPAD avec une impossibilité de visite des familles, un accès, voilà, complètement transformation des conditions de vie des résidents dans les EHPAD. Donc, on s'est dit, ça va être intéressant. Au moins, on aura de l'information sur ce sujet qui est en lien avec la préoccupation que tu as émise, qui est de se dire quel a été l'impact de la période Covid. On aurait pu éventuellement sur les EHPAD. On n'a pas pu le faire parce qu'on a été obligé d'arrêter l'étude tant les conditions de recueil étaient difficiles. Alors, si on vient maintenant sur les événements causes d'hospitalisation, toujours dans la synthèse, retenons qu'il y a une baisse significative de la totalité des événements qui sont causes d'hospitalisation, mais cette proportion d'événements qui génèrent des réhospitalisations qui est nettement supérieure, donc avec ce que l'on disait tout à l'heure et qui est écrit là maintenant, une vigilance sur la diminution des durées de séjour. Ok, donc après, ce qui est intéressant, mais tu vas donc en parler après, c'est de voir un petit peu finalement quelles sont toutes les choses qui ont été mises en place et vraiment leur impact sur tout ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, entre guillemets, faites parce qu'on ne sait pas non plus. Il y a eu beaucoup de choses d'entreprises. Est-ce qu'elles ont vraiment donné toute la mesure des résultats? C'est pas sûr. Oui. En fait, on a fait ce travail-là de se dire, est-ce qu'il y a un lien avec les dispositifs nationaux? Oui. Parce que avant nous, les Hollandais avaient fait également 3 études. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'ils l'ont fait je crois que la dernière étude, ils l'ont faite en 2015 ou 2016. Ils ont dû faire 5 ans, 5 ans. Nous, on a fait 5 ans puis 10 ans. Les Hollandais ont observé qu'il n'y avait pas eu de diminution entre la première et la deuxième étude, comme nous en France, et ils ont observé une diminution entre la deuxième et la troisième étude, comme nous en France. Et ils ont essayé de faire ce lien avec les dispositifs nationaux. Alors, il s'agit bien de la politique de sécurité des patients en Hollande. Mais effectivement, parallélisme, on a fait également on a eu cette réflexion-là, qui nous a amené à recenser un petit peu ce qui a été fait, parce qu'on le perd parfois de vue. Alors, il n'y a pas tout sur cette diapositive, mais les choses les plus importantes. Des dispositifs qui ont été pérennes entre 2009 et 2019, et puis des dispositifs qui sont apparus pendant la période, à un moment donné de la période entre 2009 et 2019. Pour ce qui est pérenne, c'est la certification, bien évidemment. V2010 et puis encore plus la V2014, j'ai marqué encore plus parce qu'effectivement, vous vous rappelez que la V2014 était très centrée sur la sécurité et la gestion des risques. Donc, et je rajouterais aussi que la certification, de l'avis de beaucoup d'experts, est quand même un des dispositifs qui impacte le plus la sécurité des patients. Donc, c'est une donnée d'importance qu'il faut mettre sur cette diapositive. Le gros travail, on en parlait dans le domaine des infections associées aux soins, avec les programmes, donc Propin, puis après Propias, puisque IN, c'était infection nosocomiale, IAS, c'est infection associée aux soins. Donc, des programmes qui se sont succédés dans le temps et qui font que l'effort que l'on fait sur les infections n'a jamais, à aucun moment, diminué dans nos établissements de santé. Un travail aussi pérenne sur l'antibiorésistance. Sur la partie hygiène, des moyens qui sont pérennes, puisqu'ils sont sanitaires, ce n'est pas toujours le cas pour les risques.
Absolument. Les dispositifs apparus, pour les citer, la checklist au bloc opératoire, on la met en avant en 2010, hein. C'est la première dans la liste parce que c'est la première chronologiquement, mais la littérature, même si elle est contestée, nous montre quand même que c'est censé avoir un impact important sur la morbidité et la mortalité liées à l'acte chirurgical. C'est vrai que l'apparition des checklists au bloc opératoire n'a pas été une application immédiate, franche, lobaire, aiguë. Ça a été une application quand même très, très progressive, le temps que les équipes s'approprient cet outil-là. On n'en est pas tout à fait sorti encore, mais il y a eu de gros progrès dans l'utilisation de la checklist. La mise en place du système de management de la qualité et de la prise en charge médicamenteuse des patients est quelque chose qui, dans les établissements, quand même, a amené un gros focus sur le circuit médicamenteux et la sécurité de ce circuit. Et puis un pilotage du circuit aussi, ce qui n'existait pas trop avant, quoi. Non, ça pour le coup, non. Et encore une fois, hein, le SMQ-DMI et le décret est paru en 2021, je crois, ou 22, en tout cas, comme beaucoup d'établissements, nous, on commence à se mettre au travail de façon très, très active maintenant. Le PNSP, c'est-à-dire le Programme national sécurité des patients 2013-2017, qui insistait beaucoup sur la place des patients dans la sécurité, sur l'analyse des événements indésirables et sur la culture de sécurité, c'était les 3 volets, a été un élément qui a été important. La semaine de sécurité découle de ce programme-là aussi. On en parle de plus en plus de la sécurité dans les établissements. On implante ça aussi dans la formation à la fac et dans les écoles infirmières. Voilà, il y a des choses aussi qui ont été faites qui peuvent amener à faire un lien avec les résultats d'ANIS. La déclaration en 2016, l'obligation de déclaration aux ARS, est de l'avis aussi d'un certain nombre d'entre nous qui sommes sur le terrain en matière de gestion des risques, a quand même contribué quand même à débloquer le sujet des événements indésirables, à débloquer la discussion, la capacité des équipes à discuter avec les directions pour transmettre des informations à l'ARS. Et ce faisant, on donc augmenté la capacité aussi des directions à s'intéresser au sujet et à éventuellement débloquer des situations qui nécessitent soit financement, soit réorganisation, soit que sais-je. Donc, on pense aussi qu'il il peut y avoir eu un effet. L'accréditation dans les spécialités à risque est un autre dispositif qui est apparu pendant la période. Alors, il est antérieur, mais lui aussi, il s'est mis en place progressivement. On ne sait pas, mais pourquoi pas penser qu'effectivement, le promouvoir la sécurité au travers d'une approche professionnelle avec des organismes agréés des spécialités à risque peut avoir eu aussi un impact. Donc, pas de réponse positive et définitive, pas de réponse certaine sur ce lien-là, mais un certain nombre de dispositifs quand même dont on se dit qu'il peut y avoir eu un lien avec les résultats d'ANIS. Alors oui et non, parce qu'en fait, toutes ces choses-là, finalement, on dirait qu'elles ont eu un résultat un peu mitigé. Checklist bloc opératoire, bien sûr qu'elle est mise en place, mais elle n'est pas toujours bien réalisée, comme on voudrait qu'elle le soit. Là, bon, la prise en charge médicamenteuse, c'est un petit peu différent, parce que les pharmaciens sont des gens très structurés. Le PNSP avait eu un bilan qui avait été fait par René Malberti, d'ailleurs, qui montrait que ce n'était pas extraordinaire en termes de résultats. La déclaration des événements indésirables ARS, on voit bien qu'on a même une sous-déclaration. Reste les spécialités. Donc, c'est quand même mitigé, tu vois, les outils, il y en a eu pas mal de mise en place. Leur impact réel sur la sécurité, je ne suis pas sûre qu'on les ait poussés à fond. Donc, on n'est pas encore au bout, quoi. Non, mais c'est dans tous les pays pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, on définit des guidelines au sens très large du terme, des recommandations, des préconisations, des normes, et après, elles se mettent en place progressivement. C'est partout pareil. Et après, l'impact sur la sécurité pour les patients n'est pas certaine, mais elle est crédible. Moi, en tout cas, c'est une position que je défendrai. Et cette liste-là n'est vraiment pas exhaustive de tout ce qui se fait pour améliorer la sécurité des patients, bien évidemment. Et d'ailleurs, avant de passer à la conclusion, il y a une petite question, si tu peux y répondre. Oui, de Zineb, oui. Voilà. Alors, on a donc sur les réhospitalisations, on a les événements cause hospitalisation qui sont liés à une réhospitalisation. On a
un nombre, je l'ai plus en tête, hein, relativement limité quand même de cas qui sont liés à ça. Donc, statistiquement, ça nous permet de faire notre test statistique et de montrer que. Mais après, si on veut rentrer dans les données qualitatives et notamment s'interroger sur le profil des patients, sur les pathologies, là, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc, on peut pas tirer d'Eneis une analyse aussi fine des raisons qui feraient que dans les réhospitalisations, il y a des profils qui sont particulièrement concernés par cette augmentation enfin, qui ont entraîné cette augmentation de la proportion des événements ayant causé une admission hospitalière. C'est toujours les limites, hein, c'est d'une étude épidémiologique, hein, je le disais tout à l'heure, c'est peu d'informations sur beaucoup de cas. Donc, en effet, le beaucoup de cas nous permet d'aller sur de la stat et d'en tirer les conclusions et elles sont importantes, que je vous ai présentées. Mais tout de suite, on a envie de creuser et d'aller dans des secteurs et de se dire, tiens, sur tel ou tel sujet, est-ce que vous pouvez… Et en fait, on ne peut pas parce qu'on a insuffisamment de cas. Justement, à partir de ça, c'est des questions que c'est intéressant comme question. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que, par exemple, on pourrait lancer une enquête complémentaire sur tel ou tel oui. des résultats d'Eneis, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Eneis, c'est une enquête générale, globale, sur la totalité de la sécurité des patients. Donc, elle pourrait être complétée par des études spécifiques. On a parlé de la chirurgie, on a parlé des DMI, on a parlé des soins critiques, on a parlé des réhospitalisations, hein, si on veut reprendre les grands sujets. Si on veut aller plus loin, effectivement, c'est au travers d'enquêtes spécifiques qu'on pourra le faire. Alors justement, pour les rendus des résultats, donc, je t'ai donné quelques dates. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà, à la suite des résultats qui ont été travaillés en 2020, donc il y a eu plusieurs réunions du comité de suivi NAIS 3 qui rassemblent la DGOS, la DGS, la HAS, l'assurance maladie, les associations de patients, et j'en oublie très certainement, veuillez m'en excuser, mais donc ce comité de suivi donc, a commencé à discuter des principes d'un plan d'action. Ce qui est sorti de cette discussion-là, c'est qu'il fallait mettre un comité de pilotage de la sécurité des patients qui a été mis en place en 2023. Donc, la première réunion a eu lieu il y a quelques semaines et qui va être chargé d'approfondir la définition du plan d'action, d'aller dans le détail. Hein, le travail a été réparti entre plusieurs sous-groupes et de prendre en compte également des choses qui sont parues entre-temps. Et je citais le rapport Milla de Bertrand Milla sur l'accréditation des équipes, qui fait partie évidemment des éléments d'information qui sont utiles parce que un nouveau, je sais pas, il n'y aura sans doute pas un nouveau programme national sécurité des patients parce qu'aujourd'hui, la mode n'est pas de faire des programmes nationaux, mais en tout cas, il y aura un plan d'action qui sera mis en œuvre et qui portera aussi le tampon de la culture de sécurité et donc du travail sur l'accréditation des équipes dans les établissements de santé qu'il faut promouvoir, qui est promu au travers du rapport MIA, donc du travail en équipe dans les établissements de santé. Donc, en fait, c'est un petit peu les actions concrètes en perspective, c'est ce comité de pilotage qui va les définir? Exactement. Et donc, il y a quelques pistes comme ça que tu peux nous donner ou c'est encore trop tôt? Non, c'est encore trop tôt. Ce programme d'action, on espère qu'il sera disponible, en tout cas plus avancé ou même adopté avant l'été. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui le pilote, hein, c'est la DGOS. Ok, puis donc je pense qu'il y aura une communication qui en sera faite. Bien sûr. Okay. On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que tu aurais une conclusion globale à nous donner avant qu'on se quitte? Alors, il y a une question qui est, peut-on avoir les diapos? Ça, tu y répondras. Elles seront sur le site, hein, donc le webinaire va être diffusé, donc il sera consultable en replay. Et si vraiment vous voulez les diapos, Bastille, Philippe est d'accord, mais ça je ne sais pas. On peut peut-être les mettre à disposition, mais bon. Il faut les mettre à disposition et il faut les utiliser, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on les utilisera, mieux ça sera. Il faut parler de ce sujet. Pourquoi? Et ça sera les mots de la fin. D'abord parce que même s'il y a une diminution, et il faut s'en réjouir, c'est quand même très,
très confortant de se dire qu'on ne travaille pas pour rien, globalement, au sens collectif du terme, hein. Malgré tout, il reste quand même un nombre très élevé d'événements indésirables. Il y a encore des décès qui sont associés aux soins, on le sait très bien, et c'est pas voilà, et c'est pas rare. Donc, c'est encore un vrai sujet, un vrai problème de santé publique. Vous savez que dans des publications, notamment américaines, des auteurs d'un article fameux ont dit, ben voilà, quand on compare l'ensemble des secteurs à risque qui entraînent des risques pour les citoyens eh ben, le secteur de la santé, c'est le numéro 3. Donc, ça reste encore un domaine où le risque est très important et c'est normal puisque toute la pratique médicale est fondée sur une réflexion bénéfice-risque, donc il y aura toujours du risque. Il faut le diminuer au maximum et il y a encore du travail sur le sujet. Eh bien, écoute, puisque tu nous autorises à le faire, on mettra les diapositives sur le site, donc vous pourrez les télécharger à partir de notre site Prévention Médicale et de toute façon, vous pourrez aussi réécouter ce webinaire en replay et inviter, tous ceux que ça intéresse à regarder en replay. Mais Philippe, merci beaucoup pour cette, restitution des résultats ENEI. C'était intéressant parce qu'on attendait tous un petit peu ces résultats et la comparaison surtout avec les résultats des précédentes enquêtes. Donc merci beaucoup et puis on vous dit à tous, une bonne soirée. On vous souhaite à tous une bonne soirée, puis au prochain webinaire qui, aura lieu, donc là, ça concernera les problématiques d'addiction et du risque lié aux addictions et ce sera au mois d'avril. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous.